Et maintenant, on va rentrer quand même dans le sujet de la négo avec les conditions générales de vente, comment adapter, structurer et négocier l'offre. Je vais demander à Marine Nossereau, donc directrice des affaires juridiques et fiscales de la coopération agricole, et Hervé Lecaillon, avocat associé FIDAL, de me rejoindre. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Ma première question, elle va être simple. Ça devrait être moins polémique. Ça sera moins polémique, mais peut-être plus technique. Alors, que change la loi des Crozailles pour les industriels et les fournisseurs concernant les fameuses CGV? Qui se lance en premier? Bonjour à tous. Oui, vous m'entendez, ça va. Merci d'abord, merci de votre invitation. Merci au cabinet FIDAL d'organiser cette matinée sur un sujet qui est évidemment à la fois évidemment super intéressant, mais très très perturbé évidemment par l'actualité. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on commence à dire les conséquences de la loi d'Escrozaille et en fait les conséquences qu'on pouvait attendre, à mon sens en tout cas, et on n'arrive pas vraiment à tirer les leçons puisque on est déjà dans une période qui perturbe complètement les négociations. Je pense que ça a été assez dit tout à l'heure. Pour moi, il y avait sans doute deux enjeux à l'application de la loi d'Escrozaille cette année, aux négociations de cette année. Il y avait le choix de l'option de transparence, et il y en avait un second qui était la rédaction des clauses de renégociation. Ça me paraît vraiment important parce que on a constaté qu'on avait des clauses qui avaient été difficiles à mettre en place. On commence à gagner de l'expérience. On a quand même cette interrogation. Ça a été évoqué d'une autre façon tout à l'heure, mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné cette année? Pourquoi est-ce qu'elles sont... En tout cas, quel bilan on pouvait tirer de leur fonctionnement, de leur non-fonctionnement, de leur déclenchement, de leur non-fonctionnement, de leur non-déclenchement, etc. Et finalement, ça aurait imposé cette année, je pense, des négociations assez sereines, même si le mot relève du vœu pieux, mais quand même relativement sereines pour pouvoir améliorer les choses. Améliorer, faire en sorte que ça colle à la réalité, que ça ait une chance de fonctionner. Je rejoins complètement les propos qui ont été tenus dans la table ronde précédente. Dans le délai qui va être imparti au parti, pardon pour la redite, eh bien, je crains que la qualité de la négociation, la qualité de la convention, de la rédaction de la convention, ne permette pas d'améliorer ces clauses. Et finalement, ça, c'était la chose qui me paraissait peut-être la plus dommageable dans le fait qu'on ait du mal à tirer le bilan. Sur le choix de l'option, on a cherché à compléter l'option 3, à faire en sorte qu'on ait l'attestation avant, etc. Il me semble que dans la trajectoire que ça prend, on est en train, et du fait de la pression des délais et du fait de la complexification de la procédure de l'option 3, à en faire une option un peu condamnée, un peu perdu. Et ce qui est dommage, puisque les industriels, ils tiennent quand même pas mal encore. On constate qu'elle est quand même pas mal utilisée. Et c'est dommage d'en faire une option qui peine à s'installer. Donc sur le bilan technique, je dirais, pour moi, il y a ces deux éléments. Et puis, en prenant un tout petit peu plus de hauteur dans les conséquences de la loi d'Escrozaille, une chose qu'on avait anticipée, redoutée, on va dire, c'était que cette amélioration de la prise en compte et de la sanctuarisation de la MPA ait pour conséquence ou pour effet pervers une pression plus forte sur la MPI, enfin qu'on va appeler globalement la MPI, la matière première industrielle, avec tout ce que ça comporte d'industriel et autres en réalité, enfin les autres coûts. Et là, on se rend compte que avec la période d'inflation qu'on traverse, cette crainte-là s'avère parfaitement justifiée. On a eu une pression sur la MPI qui est très très forte. Et l'effet pervers, c'est quand on déplace le débat, et on le voit très bien
même en se réveillant ce matin avec la radio, on parlait que de ça, hein, des cours de la MPA, et je me suis levée en me disant, ah, bah justement, c'est ça dont je vais discuter tout à l'heure. Mais effectivement, on ne focalise plus que sur les cours de la MPA. Alors effectivement, la matière première agricole, les cours, etc. Sauf que on oublie une chose, c'est que la fameuse ménagère de plus de 50 ans, dont je suis un exemplaire, assez représentatif, ne passe plus sa vie à cuisiner. Et que ce qu'elle achète, ce ne sont pas des produits bruts. C'est-à-dire que ça vaudrait, ce raisonnement-là, si elle faisait toute sa tambouille. La réalité, c'est qu'elle achète des produits de grande consommation et que ces produits de grande consommation, dans leur coût de production, la MPA est, même pour des produits qui vous paraissent relativement simples, assez minoritaire. Donc, on a déplacé le débat sur la MPA. Aujourd'hui, on focalise, on stigmatise, je pense qu'on peut aller jusque-là, les industriels qui ne veulent pas, enfin, qui ne peuvent pas baisser leur prix parce que ils sont confrontés à des coûts qui ont globalement augmenté. Mais en réalité, on oublie que leurs coûts ne tiennent pas que sur la MPA. Donc, pour moi, le petit bilan de la loi d'Escroza, et après je serais bien obligée de lâcher le micro parce qu'il va falloir que je récupère mes affaires, c'est celui-ci. Alors, Hervé Lecaillon. Donc, pour compléter les propos de Marine que je partage, effectivement, donc, les CGV, alors, on a vu tout à l'heure l'évolution des textes, les nombreux textes. Les CGV, c'est un socle commun. Ça fait une trentaine d'années qu'on en parle, que les industriels en font finalement un document absolument stratégique puisque ça présente leur offre à la fois commerciale et évidemment tarifaire. Et les CGV s'adaptent au fur et à mesure des évolutions législatives. Pour répondre à votre question, Yves, sur l'adaptation des CGV par rapport à Egalim 3 et après par rapport au projet de loi dont on a parlé précédemment, évidemment, il y a la question de l'option de transparence qui a fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois déjà, avec effectivement l'application dans les conditions générales de vente du choix du fournisseur ou de l'industriel de cette fameuse option de transparence. Je vous rappelle qu'il y en a 3 d'options de transparence. La première avec une transparence complètement totale vis-à-vis du distributeur sur la construction de son tarif. La deuxième option avec une transparence un peu modérée puisqu'on va donner finalement la part agrégée de part de matières premières agricoles dans le tarif. Et l'option 3 qui a été celle prioritairement choisie par les industriels, où la transparence, elle est, j'allais dire, différée, puisqu'elle est donnée aux tiers indépendants dans l'attestation et pas forcément directement aux distributeurs. La loi Egalim 3 est venue pour l'option 3 de transparence qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a amené beaucoup de discussions avec les distributeurs lors des négociations 2023, et ça va être encore le cas sur les négociations 2024. Et Marie disait tout à l'heure que ça allait être raccourci, qu'on allait parler que du prix. Effectivement, je pense que dans les négociations 2024, on va essentiellement parler du prix et on va encore parler de ces fameuses options de transparence. L'option numéro 3, donc finalement, la loi Egalim 3 est venue rajouter une contrainte supplémentaire, c'est l'intervention du tiers indépendant dans le mois qui suit l'envoi des conditions générales de vente par l'industriel et le fournisseur, attestation du tiers indépendant qui devra certifier de l'exactitude de la part de matières premières agricoles. Donc la question qui s'est posée à nous juristes quand le texte est sorti, c'est finalement est-ce que cette nouvelle obligation d'une nouvelle attestation va quelque part vider de son sens et de son intérêt l'option 3, parce que si dans le mois qui suit l'envoi des CGV, par l'attestation du tiers indépendant, on vient finalement donner aux distributeurs cette part de matières premières agricoles, l'option 3 perd de son sens. Donc, et c'est une complexité et un coût. Et un coût, tout à fait, et un coût, tout à fait, vous avez raison. Et puis surtout, cette option 3, elle pose aussi question parce que elle a du sens quand on est sur un tarif haussier par rapport à l'année dernière, et on peut penser, alors même si les premières tendances montrent que les industriels vont quand même envoyer des hausses, des tarifs à la hausse pour 2024, beaucoup moins haussiers que les années précédentes sans doute. Certains vont sans doute aussi pas forcément passer des hausses, mais quand un industriel va préparer un tarif qui va ne pas prévoir de hausse ou prévoir une hausse
simplement de la MPI et pas forcément de la MPA, l'option 3, elle perd aussi de son sens. C'est pour ça que la tendance, les premières tendances qu'on voit et qu'on partage entre nous, c'est que finalement, on voit un choix de certains industriels de passer plutôt vers l'option 2, ce qui peut permettre aussi, on peut le penser, d'assouplir un petit peu la négociation avec les distributeurs. Ça, c'est pour l'option de transparence. Autre choix et autre incidence de la loi Egalim 3 sur les CGV, on va en parler également un petit peu tout à l'heure, c'est la notion de pénalité logistique, puisque la loi Egalim 3 est venue, et ça a été rappelé tout à l'heure, notamment par Philippe et d'autres, prévoir un plafond de la pénalité à 2% de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits. Je vais essayer de me rappeler ce qu'a dit la dame de la DGCCRF, parce que la phrase est un peu compliquée, effectivement. Et la question de la pénalité logistique et de son plafonnement en lien avec la catégorisation de produits est un vrai sujet dans les CGV, puisqu'on commence déjà à recevoir, en tout cas c'est le cas chez Fidal, on a commencé à recevoir des premières conventions logistiques de distributeurs qui, eux, bien évidemment, ont bien compris et vont mettre des catégorisations de produits dans leurs conventions logistiques, évidemment relativement large, parce que c'est leur intérêt, on peut le comprendre. Chez l'industriel, il peut y avoir un intérêt important dans les conditions générales de vente à définir de manière la plus objective possible, parce qu'il faut que ça ait du sens, la notion de catégorie de produits, de manière à pouvoir diminuer l'assiette de ces fameux 2% de plafond de pénalité. Oui, vous avez envie de réagir ? Oui, non, juste de compléter très rapidement sur le fait que pour la définition de la catégorie de produits, il est clair que l'industriel a une légitimité à définir cette catégorie et que c'est compliqué de laisser échapper cette question complètement quand on est industriel. Juste pour préciser, Yves, pardon, dans les CGV, il est à mon avis aussi très important de rappeler ce qui a été dit tout à l'heure, que la pénalité logistique, en tout état de cause, et ça c'est maintenu et ça a été rappelé dans les lignes directrices de la DGCRF, elle doit s'appliquer et son quantum doit être proportionnel au préjudice qui a été démontré et prouvé par le distributeur, que ce soit sur une rupture de stock ou sur un préjudice lié au grief qui est opposé à l'industriel. Donc ce 2% reste un plafond et la pénalité en tout état de cause, elle ne doit en tout état de cause qu'être proportionnelle à ce préjudice. Ça, c'est très important de le rappeler. Alors, distinction entre la convention unique et la convention logistique. Qu'est-ce que ça va changer ? Ou qu'est-ce que ça a changé ? Précisément, effectivement, l'idée de scinder les deux, ça a des avantages, mais il ne faut pas que ça ait comme conséquence de laisser complètement le fournisseur en dehors de toute initiative, en fait, sur ces conditions. Donc, sur les questions, je dirais, fondamentales, eh bien, il faut que ces questions puissent continuer à faire partie du socle de la négociation, d'où ce que disait Hervé, avec effectivement, probablement, même si on a cette dissociation, peut-être, sans doute d'ailleurs, on le voit dans les CGV en préparation, le maintien de certaines dispositions. On ne peut pas s'attendre à ce que les CGV aujourd'hui ignorent totalement la question logistique pour la laisser complètement définie ou prédéfinie avant négociation par la distribution. Donc effectivement, il y aura sans doute cette dissociation ne va pas être aussi complète que dans les textes. Hervé ? Oui. En fait, dans les CGV de l'industriel, il va pas faire, on recommande pas de faire des CGV pour la convention unique et des CGV pour la convention logistique. Évidemment, les aspects logistiques, livraison, doivent être absolument traités dans les conditions générales de vente de l'industriel. C'est indispensable. Et l'industriel doit anticiper justement cette fameuse convention logistique des distributeurs. Alors, les premières conventions logistiques dont on a pu prendre connaissance, finalement, souvent, les distributeurs vont extraire de leurs anciennes conventions uniques tous les dispositifs de la logistique pour en faire une convention distincte. En fait, très souvent, déjà par le passé, il y a beaucoup d'enseignes qui avaient en annexe de leur convention unique des conventions logistiques ou des CQL, pour prendre l'exemple de Leclerc. Finalement, ça ne change pas fondamentalement les choses. Ce qui change par contre dans Egalim 3, c'est que la convention logistique
Je ne veux pas dévoiler ce qui va être évoqué après, puisqu'il va y avoir un atelier dessus, donc je ne veux pas prendre la parole pour mes confrères. Mais la convention logistique, elle n'a pas le même calendrier que la convention unique. Ça ne simplifie pas non plus les choses. En revanche, il y a peut-être un intérêt pour l'industriel, dans ces conditions générales de vente, d'évoquer et d'anticiper finalement des dispositions de la convention logistique du distributeur. Alors Philippe a rappelé tout à l'heure le calendrier, mais reparlons du calendrier, comment ça s'articule pour 2024 et les CGV. Alors Philippe l'a montré tout à l'heure dans les schémas, donc tel que le projet de loi a été adopté par la commission mixte paritaire. Donc on voit que pour les entreprises de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faudra envoyer les CGV le 21 novembre. Donc la date, elle a changé à peu près à chaque changement de texte. Donc c'est pas simple pour les industriels Alors, la majorité des industriels n'ont pas attendu le projet de loi pour travailler leur CGV. Évidemment, ils ont commencé déjà, sans doute, dès le début de l'été, à travailler leurs conditions générales. Mais c'est dans 15 jours. Mais c'est dans 15 jours, vous avez raison Yves. Et donc pour les entreprises de moins de 350 millions d'euros, on sera autour du 21 novembre. Pourquoi plus le 15 novembre? Peut-être parce que le texte devrait être promulgué autour du 15 novembre, donc il faut peut-être laisser au moins 24 heures aux industriels pour envoyer leur CGV. Et en tout état de cause, le conseil qu'on donne, nous, à nos clients, c'est de ne pas attendre cette date butoir pour envoyer les conditions générales de vente, mais plutôt de les envoyer dans les 15 jours qui précèdent. Donc en ce moment, et on a un certain nombre de clients qui commencent à envoyer leurs conditions générales de vente dès maintenant. Et pour les entreprises de plus de 350 millions d'euros, supérieur ou égal. Donc c'est le 5 décembre. On peut noter d'ailleurs que cette date est supérieure à la date de l'ancienne loi qui était le 1er décembre pour l'envoi des conditions générales de vente. Oui, c'est assez étonnant, je l'avais pas remarqué. Oui, honnêtement. Oui, la loi avant c'était 1er décembre pour tout le monde. Oui, et, très bonne remarque. Voilà. Étrange. Marine, vous voulez compléter? Effectivement, c'est l'étrangeté des débats parlementaires et de la procédure parlementaire. C'est pas très logique. Ça nous a un peu surpris aussi. Juste peut-être, parce qu'évidemment, ce qui a été dit, j'y souscris parfaitement. Il y a deux petits points complémentaires. Le premier, c'est que moi, je conserve une vraie interrogation sur la légalité de cette façon de modifier les conventions en cours d'exécution et qu'on dise un beau jour, la convention que vous avez signée au 1er mars 2023 pour un an, finalement, on a décidé que c'était plus ça. Alors, j'ai bien compris, d'un point de vue législatif, d'un point de vue juridique, la notion d'intérêt général. Je reste quand même avec une vraie interrogation sur la légalité de ça et quelle serait la décision de la Cour de cassation. Est-ce que la lutte contre l'inflation, qui quand même relève d'un certain d'interventionnisme économique. Et de la communication ministérielle, on va dire. Et aussi, voilà, et d'impérieuse nécessité. J'avoue que je pense quand même que ce sujet de la légalité de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, je passe sur ce qui a été évoqué tout à l'heure, y compris la durée des conventions qui tombent, etc. Je trouve ça très surprenant. Et on voit bien que ce volontarisme politique qui est finalement au centre des choses fait fi des principes juridiques. Or, à mon sens, alors évidemment, je suis juriste, donc j'ai tendance à dire ça assez souvent, mais pour moi, j'y suis très attachée, notamment au respect des conventions, parce que je pense que c'est une garantie profonde de la démocratie économique, en l'occurrence, la démocratie, le libéralisme, etc. Donc, je suis un petit peu froissée par cette façon de procéder et ça révèle quand même une méconnaissance au moins par le législateur de l'importance pour les entreprises de la sécurité juridique. C'est-à-dire que c'est vraiment important pour une entreprise de savoir quand est-ce qu'elle va devoir faire quoi. Alors effectivement, Hervé a raison, en l'occurrence les CGV, on n'a pas attendu début octobre pour se dire tiens non, qu'est-ce que je vais mettre dans mes CGV? C'est vrai. Sauf que ça fait des années qu'on a cette date du 1er décembre et que dans un certain nombre de secteurs, on a besoin d'affiner le plus longtemps possible. Il faut quand même se rappeler que ces CGV, j'enfonce une porte ouverte, elles vont s'appliquer sur toute une année après. Donc on est sur une prévision économique qui est un sacré exercice pour les entreprises, les deux d'ailleurs, le distributeur comme le fournisseur. Mon propos se veut impartial en tout cas. Donc
comment est-ce qu'on peut demander à un moment donné d'avancer les dates? Et d'ailleurs, on voit combien ça a été vain, parce qu'au final, excusez-moi, mais la volonté politique, elle fait qu'on va passer du 1er décembre au 21 novembre. Pour moi, la révolution est un tout petit peu à côté de ça. Et même, pour d'autres, du 1er décembre au 5 décembre, parce qu'on a eu une espèce dans les discussions d'effet automatique du « ah ben non, finalement, on recule la date pour tout le monde ». Et ça fait qu'on est allé au-delà de ce qui est actuellement en vigueur, hein, de la date butoir actuelle pour envoyer des CGV. Donc, au lieu même d'avancer les dates, voilà qu'on en recule une. Bon, ça, c'est presque le côté rigolo. Mais au-delà du côté rigolo, si on veut prendre un tout petit peu d'auteur, moi, je crois que la prévisibilité des entreprises, hein, la prévisibilité contractuelle et économique, elle est fondamentale. On sait même que c'est une des conditions du désir d'aller investir dans un pays ou dans un autre. Hein, les entreprises ne vont pas investir dans certains pays parce qu'elles ne sont pas capables de prédire, c'est un bien grand mot, mais de prévoir ce qui va s'y passer. Bon, ben là, on est en train de jouer un petit peu avec ça. Et moi, sur le calendrier, en n'ayant rien à ajouter à ce que vous avez dit, Hervé, je pense qu'il faut un petit peu respecter le travail des entreprises, des négociateurs, des uns des autres, et se dire que si on avait calé une date, eh ben, pourquoi c'était le 1er décembre? C'est parce que du coup, ils utilisent moi, je sais que quand on me donne une date butoir, en général, jusqu'à la veille, je suis sur le dossier. Donc, quand on me dit « Ah, c'est pas grand-chose, c'est 8 jours avant », ben si, c'est grand-chose. Et tout ça, ça peut avoir de l'importance. Alors, pas pour les plus gros, ceux qui sont hyper affûtés, qui ont des grosses équipes, etc. Mais en ce qui nous concerne, je vous rappelle quand même que les coopératives agricoles, là, je suis partiale, c'est normal, je suis là pour ça, je prêche pour ma paroisse, mais c'est 16% de PME, 13, merci Sarah, 13% de PME. Donc, je suis désolée, mais s'ils avaient, ils avaient une prévisibilité, ils ont besoin qu'elle soit respectée. Et ça me paraît important. Mais votre remarque, elle n'est que théorique et juridique, ou vous pensez que quelqu'un pourrait passer à l'acte? Parce que quand vous dites que ça peut être contesté. Alors, moi, après, je suis juriste et un petit peu joueuse, donc je serais assez curieuse qu'il y ait un recours. Maintenant, je ne connais personne qui soit aussi joueur que moi en pratique. Le Conseil d'État s'est prononcé sur le projet de loi puisqu'il a été sollicité, donc il a rendu un avis assez light en fait, pour dire qu'en fait il était favorable. Ça préjuge pas de ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel de la légalité de ce texte. Est-ce que dans le contexte actuel, on aura un recours? Il y a peu de chance à mon avis, mais enfin ça n'engage que moi. Mais la question que pose Marine, elle est pertinente, évidemment. Hein. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire, étant donné que c'est le gouvernement qui a changé le calendrier, si le gouvernement trouve des CGV ou des DGCCRF mal écrites, est-ce qu'une entreprise pourra dire c'est pas notre faute, c'est vous qui nous avez bousculé? Ça va être un peu court comme argument, je pense. C'est un peu court. Oui, je pense. Mais vous savez, nous les journalistes, on va un peu trop vite en besogne. Hein. Voilà. Je voulais juste faire une remarque parce que, donc évidemment, en tout cas chez les avocats de FIDAL en droit économique, travaillent sur ces sujets-là depuis déjà longtemps, et on a des premiers retours. Alors même si, et Marie Buisson le disait tout à l'heure, les négos balbutient, là, elles sont en train de commencer petit à petit. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur une remontée qu'on a eue il n'y a pas très longtemps sur le calendrier qu'a présenté Philippe de l'entrée en vigueur des conventions uniques le 15 janvier maximum pour les entreprises de moins de 350 millions d'euros. On a un distributeur, je donnerai évidemment pas son nom, il y a un distributeur qui a déjà commencé à dire à certains de ces industriels « Attention, moi je ne pourrai pas rentrer les tarifs avant le 1er du mois. Je ne peux pas informatiquement rentrer mes tarifs le 15 janvier ou le 16 janvier. Or, la convention unique devra s'appliquer au 16 janvier. » Donc ça promet aussi quelques petites discussions intéressantes avec certains distributeurs qui vont dire « Ok, mais moi, le nouveau tarif, je ne pourrais pas le paramétrer ou l'encoder avant le 1er février, alors que normalement, la convention unique, comme vous le savez, devra s'appliquer le 16 janvier. Donc tarifs et conditions commerciales devront rentrer en vigueur le 16 janvier pour les industriels de moins de 350 millions d'euros. » En conclusion, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Ou tout a été dit? Non, on a été beaucoup moins polémique que la table ronde précédente, mais c'est normal, le sujet s'y prête. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Merci de vos éclairages.